Ce matin, on était avec Jean-Dominique Senard, avec Orbi, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Nous sommes maintenant avec Urbi. C'est avec Urbi ce sujet de l'habitat, de la ville, de l'urbain, du périurbain, du tertiaire, du résidentiel, que nous allons ouvrir cet après-midi. Au centre de toutes les transitions, évidemment, écologiques, démographiques, environnementales, sociales, professionnelles aussi. Nouvelle conception de la ville, nouvelle conception aussi de la mobilité, qui sont incarnées par des profils complètement différents et tout aussi créatifs, de l'urbaniste à l'architecte, à l'agent immobilier, aux spécialistes des transports. On va évoquer ces sujets-là dans cette table ronde avec nos trois intervenants experts. Lui, c'est le spécialiste de l'immobilier. Il a créé, il dirige une des écoles phares du groupe IGS, dont la mission est de former les futurs acteurs de la ville, de la production, de l'aménagement, de la promotion, de la construction. Et sa vision qui va du public, puisqu'il était au cabinet de Pierre Emmanuel au privé, va nous éclairer. Henri Buzicazo est avec nous. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Il préside une entité de Vinci qui représente et incarne tous les engagements du célèbre groupe en matière de transition dans le domaine de la construction. Bureaux, commerce, logement, résidence gérée. Et il va nous expliquer comment Vinci Immobilier casse la baraque sans briser la planète. Olivier de la Roussière est avec nous. Merci de nous rejoindre et de vous installer. Et puis quand on s'appelle KIC, on a forcément le chic pour faire fi de tous les hic que l'on trouve sur le chemin de la mobilité. Et oui, et avoir baptisé son entreprise du nom de Watt en dit long sur l'énergie qu'il déploie pour en faire des kilos sur l'électrique. Patrick Kic. On essaie. Merci à vous d'être là pour débuter cet après-midi. Henri Buzicazo, je me tourne vers vous. Une école immobilière qui a été créée il y a une vingtaine d'années, avec divers sujets, on disait la ville, la production, l'aménagement, la promotion, tous les métiers de la filière dans une école qui est une école de référence aujourd'hui, hein. Je crois qu'on peut dire ça, oui, c'est une école de référence. Je suis très confraternel, donc je ne dirais pas ni que c'est la meilleure, ni que c'est la seule. Je vais vous dire mon plaisir d'être avec vous. Et puis, partagez. Oui, puis alors en fait j'ai été impatient parce que cette école, je l'ai créée dans le groupe IGS. C'était un souhait du groupe de Roger Serre, voilà, l'un de ses fondateurs, que d'avoir cette filière de la ville, de l'immobilier et du logement dans le catalogue. C'était une grande filière qui manquait. Et donc il y aura 25 ans l'an prochain que j'ai eu le plaisir de fonder cette école. Et alors je me disais, parce que je connaissais l'institution de ce grand colloque, quand vont-ils m'inviter ? Et voilà, c'est fait. Donc ça fait 14 ans que je me pose la question et je me sens mieux. Voilà, être opiniâtre, ça porte ses fruits. Ah mais c'est pas la moindre de mes qualités, ça c'est certain. Henri Buzicazo, cette école donc, qui fêtera son quart de siècle l'année prochaine, c'est aussi et surtout un lieu de réflexion sur ce qui nous intéresse aussi, la bascule, le futur en fait, hein. Je tiens beaucoup au I de institut. Un institut, c'est un lieu de transmission, donc on forme les futurs professionnels, on fait de la formation continue aussi. Et puis oui, c'est un lieu de recherche appliquée aux politiques publiques, aux questions de la ville, du logement en particulier, sujet obsessionnel hein, de la pensée, la réflexion ces temps-ci, avec des réussites en termes de convictions publiques variées, hein, mais en tout cas, oui, c'est aussi un lieu où on réfléchit aux pratiques professionnelles, à l'évolution des pratiques professionnelles, à l'évolution du marché et à l'évolution de ce que sont les villes et de ce que sont les territoires. Alors, qu'est-ce que vous voyez justement, puisque la thématique globale, c'est la bascule, on bascule vers un nouvel aménagement du territoire. Oui. Comment vous voyez les choses ? Je trouve que, alors sous le contrôle évidemment d'Olivier, qui est une figure hein, de la construction, de l'aménagement, qui a une vraie vision, je pense que s'il y a un cancer qui explique, pour ainsi dire, tous les dérèglements de l'immobilier et du logement, c'est une absence d'aménagement du territoire. Depuis 30 ans,
on n'a pas d'aménagement volontariste, sauf à dire qu'on a laissé se métropoliser notre pays. Il s'organise autour de 11 métropoles. Avant, on avait Paris et le désert français. Je ne sais plus si c'était Fourassier, c'est ça? Oui, alors il y a eu Paris, il y a eu ce pôle francilien. Aujourd'hui, ce sont bel et bien 11 pôles métropolitains, avec l'idée que c'est là que les ménages devaient aller, que c'est là que les entreprises devaient aller, toutes les activités, singulièrement tertiaires, parce qu'on a voulu faire depuis 30 ans, 40 ans de ce pays un grand pays tertiaire, on l'a désindustrialisé. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate la pandémie, à cet égard, a été une catalyse. Elle a transformé en signaux tangibles des signaux faibles. Bon, on constate que les ménages, bien sûr que cette attractivité des métropoles, ils en ont besoin et elle les séduit. On a tellement fait pour que ces métropoles soient attractives à tous égards, culturelles, pédagogiques, économiques, tout ce qu'on veut, qu'il y a des résultats. Mais d'autres critères prévalent et aujourd'hui, ils s'intéressent aussi aux villes moyennes, ces ménages. Ils ont envie de vivre dans des villes moyennes. Vous voyez qu'il y a un renouveau des villes moyennes. On regarde les évolutions de prix, c'est un indice. Et dans les territoires ruraux. Donc cet aménagement du territoire que la volonté publique n'a pas écrite. Alors, il y a eu des grandes périodes d'aménagement du territoire. On avait la data. Voilà, mais ça fait bien longtemps qu'on ne l'a plus. On va y revenir avec vous. Tout à fait. Et donc, les ménages font ce que la décision publique n'a pas fait. C'est pas plus mal, sauf qu'il faut suivre. Et qu'aujourd'hui, quand on dit il va falloir réindustrialiser le pays, il faut qu'il y ait des logements partout où on voudra qu'il y ait des industries et des ménages, etc. etc. Il va falloir suivre. On va voir comment on suit. Et on va voir comment une entreprise comme Vinci, avec Vinci Immobilier, suit et promeut et est proactive par rapport à ces sujets-là. Peut-être brosser un rapide tableau avec vous, Olivier de la Roussière, sur Vinci Immobilier, un des 4-5 acteurs clés de cet écosystème. Vinci Immobilier, on est promoteur essentiellement. On est dans 5 domaines, les bureaux, les logements, les résidences gérées, les commerces et les hôtels. Il y a d'autres domaines qui existent dans l'immobilier, mais notre métier, c'est ça, à travers l'ensemble de la France, et puis on a 2 petites filiales à l'international. Combien de collaborateurs? En gros, 1300 collaborateurs avec justement les résidences gérées. Alors ça, c'est le principal métier, c'est d'être promoteur. Le second métier, maintenant, c'est d'être gestionnaire de résidences gérées, puisqu'on a à la fois des résidences seniors, des résidences étudiantes et des résidences au co-living et qu'on essaime à travers la France. On en a en gros une quarantaine en ce moment. Le projet, c'est d'en avoir une centaine assez rapidement. Et il va falloir, en particulier sur les seniors et sur les étudiants, mais plus particulièrement sur les seniors, arriver à gérer le mur qui est en train d'arriver de gens qui auront plus de 82 ans, 83 ans et plus. Serge Trigano est d'ailleurs dans la salle avec nous. Casa Barbara, on en parlera avec lui demain matin. Le grand âge à gérer. Oui, c'est avant le très grand âge. C'est la période où les gens sont encore autonomes, mais il va y avoir un mur. Enfin, vraiment, la démographie, elle est imparable, la démographie. Ça va exister. Beaucoup de gens resteront chez eux, il n'y a pas de problème, etc. Mais il va falloir trouver d'autres types de solutions. Voilà, donc ça, c'est notre métier. On fait un peu de conseils et un peu d'autres choses à travers l'ensemble de nos clients. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu sur la ville de demain? On commençait à en parler avec Henri Uzi-Cazos. On parle beaucoup de cette transition écologique. Quelle est votre vision sur cette bascule? Alors, la transition écologique, c'est évident que nous, on l'a intégrée complètement. On l'a intégrée assez tard, mais on l'a intégrée complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos projets sont... on essaye qu'ils soient très écologiques. Nous, on a un cheval de bataille qui est chez Vinci Immobilier, qui peut être contesté d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui commencent à le contester, qui est le ZAN. On considère que l'utilisation du terrain pour la biodiversité, pour un tas de choses, est quelque chose de fondamental dans la façon dont il va falloir reconcevoir la ville ou les villes plutôt. Et donc nous, on s'est engagé à être en ZAN, zéro artificialisation nette. Ce qui est important, c'est le net. Ça veut dire qu'on continue à construire. Il ne faut pas penser qu'on va arrêter de construire. Mais on compensera. Et ça, on s'est engagé à le faire en 2030, alors que la loi climat et résilience
nous demande de l'être en 2050. Donc on a pris vraiment, on veut avoir de l'avance. Et de toute façon, c'est imparable, c'est fini. Je ne parle pas pour Lausanne, mais de manière générale, c'est fini. On doit construire très écologique, c'est obligatoire. Il faut que ce soit, j'allais dire, acceptable désormais, hein, c'est ça, hein. Vivable, acceptable et écologiquement responsable. C'est un peu oui, les cases à cocher. Là, je pensais à la bascule sur le développement durable. Ça est acquise et elle ne va faire que croître. C'est très fatigant pour nous parce qu'il faut faire des progrès technologiques. À marche forcée, hein, à marche forcée, mais on y est obligé, ou du moins si on croit que on est dans une mauvaise phase d'augmentation de la température de la Terre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a décidé de continuer à faire. Et on va voir comment vous faites justement concrètement. Merci encore une fois d'être avec nous. Patrick Hick, la bascule vers l'électrique, hein, on en parlait ce matin avec Jean-Dominique Senard, notre invité d'honneur. C'est le sens de l'histoire. Parlez-nous de Watt, de ce que vous faites, ce que vous promouvez justement. Watt, c'est très simple. En fait, on est une entreprise qui installe, qui maintient, qui supervise des bandes de recharge électrique, et notamment sur 3 segments de marché. En fait, le constat, c'est qu'un possesseur de voiture électrique, j'espère qu'il y en a qui sont nombreux dans la salle. On peut faire un petit sondage main levée. Qui a un véhicule électrique ? Ou hybride ? Hybride, ça marche également. Ça marche aussi, c'est acceptable. Hybride rechargeable, effectivement. Et scooters aussi Les scooters électriques, les vélos électriques. Effectivement, donc quand vous possédez, alors peut-être moins sur un véhicule hybride, mais en tout cas, quand vous possédez un véhicule électrique, vous allez vous recharger 50% de votre temps chez vous, donc au domicile, et 50% du temps plutôt sur le lieu de travail. Et le reste du temps, ça sera sur les centres commerciaux, sur les stations d'autoroute lorsque vous partiez en week-end ou en vacances. Et donc nous avons fait le choix d'équiper 3 segments de marché. Le secteur résidentiel collectif, parce que c'est plus compliqué d'équiper un parking lorsque vous habitez un immeuble de logement et vous avez un parking au niveau -4, donc tout ce qui est copropriété, bailleurs sociaux. Et puis on équipe effectivement des immeubles de bureaux, des industries, des hôtels, des restaurants, des golfs, effectivement. Et avec cette particularité, c'est qu'il faut avoir en tête que 45% des Français vivent en copro, 20% vivent chez les bailleurs, ça fait 65%. Ça veut dire que 65% des salariés des entreprises qui vont s'équiper vont vivre également dans une résidence collective. Et alors, donc, si on revient, pardon de vous couper, si on revient sur la genèse de tout ça, on a quand même une réglementation. On peut revenir sur ces dates clés. Vous parliez d'un mur, Olivier de la Roussière. Il y a un mur en 2035, hein, c'est ça, hein. Alors il y a un mur en 2035 puisqu'il y a interdiction effectivement de vendre des voitures électriques. Et il y a une deuxième date clé qui est thermique, effectivement. Vous suivez, c'est très bien. Ça, c'est le rosé de chez Violette. Et gardez en tête également une autre date psychologique qui aujourd'hui n'est pas dévoilée, mais pour laquelle les constructeurs commencent à communiquer, c'est 2026-2027. En fait, ça va être la date à laquelle un véhicule électrique à gamme égale versus le même véhicule thermique va devenir mécaniquement moins cher, sans aide et sans malus. Alors ça, c'est dans pas longtemps, mais d'après Jean-Dominique Senard, c'était beaucoup plus coûteux, hein, donc il va falloir réduire le gap. Et puis il y a ces fameuses zones, là, c'est les ZFE. Là. Alors effectivement, ces zones à faible émission, aujourd'hui, qui sont présentes dans toutes les grandes villes et qui vont s'éparpiller dans les villes moyennes. Si vous n'avez pas de voiture électrique, vous ne pourrez plus conduire dans le centre de Paris, dans le centre de Lille, dans certains quartiers de Lyon. Donc vous avez différentes échéances qui commencent à partir de 2026 et qui vont jusqu'en 2030. D'aucuns disent que ces dates devraient être repoussées parce que tout le monde n'est pas prêt, effectivement. Mais gardez bien en tête que ça va changer la configuration et le modèle de l'utilisation d'un véhicule électrique. Historiquement, tout le monde a 2 voitures, une voiture familiale pour partir en vacances et emmener la famille, et la petite voiture qui permet souvent... Urbaine, hein, en fait, c'est ça. Urbaine, qui permet de ramener les enfants à droite ou à gauche, etc. Et ben, ces 2 voitures, en fait, elles sont amenées à disparaître pour une seule voiture électrique. Et aujourd'hui, c'est la course à l'autonomie au niveau des constructeurs automobiles qui permet de partir aisément en week-end, en vacances, sans se poser les questions de comment on va se recharger et où on va se recharger. Il y avait le patron de Dacia, un Français, qui disait si j'avais su par rapport à l'utilisation qui est faite pour les recharges, j'aurais fait une batterie beaucoup plus petite parce que ça ne sert à rien d'avoir une très grosse. Hein. Alors, effectivement, la conclusion, c'est que l'autonomie des voitures va plafonner naturellement. Aujourd'hui, on est en moyenne à 400 km d'autonomie et ça sera plutôt 600. Ça ne sera jamais 1000 km. Pourquoi ?
parce qu'en fait, on le voit bien, vous avez de plus en plus de bornes de recharge électrique. Et en fait, quand vous êtes conducteur d'un véhicule électrique, dès que vous vous arrêtez, vous vous rechargez. Le réflexe. Exactement. Donc en fait, vous aurez beaucoup d'occasions de vous recharger lorsque vous irez faire vos courses à Leroy Merlin, dans un centre commercial, bientôt chez le dentiste, quand vous serez au golf, sur les aires d'autoroute. Vous aurez multiples occasions de vous recharger, donc il n'y a pas besoin de grande autonomie. En fait, on peut faire le parallèle. Quand Jean-Dominique Sonnard dit que la voiture est un smartphone sur 4 euros, on rechargera la voiture comme on recharge son smartphone. Les mobilités, vous en parliez, les mobilités dans ce nouvel aménagement du territoire, dans cette bascule. Henri Buzicazo, ces nouvelles tendances, ça nous parle aussi parce qu'il y a le parallèle, l'imbrication avec le monde du travail, puisque les salariés sont aussi des citoyens. Et on voit que dans ces nouveaux équilibres, ces nouvelles tendances, il y a cet équilibre vie pro, vie perso qui devient prégnant. Alors, oui, on l'a bien vu, là encore, le moment de la Covid a mis sous nos yeux des choses qu'on n'imaginait pas. C'est ça. Le télétravail est devenu une obligation, c'était ça ou rien. Au moment où on parle, après avoir constitué, j'allais dire 100% dans beaucoup d'activités, on est à 25% de télétravail. On était, avant la Covid à 8%. On n'était pas à rien, on était à 8%. On est à 25, on va sans doute continuer à monter un tout petit peu. C'est une demande. Un jeune diplômé, un jeune salarié ou un moins jeune, il demande ça aujourd'hui. C'est vraiment une entreprise qui ne le propose pas. Elle perd des chances de recruter des collaborateurs. Ça a réduit les besoins en bureau et ça a fait du logement un lieu de porosité entre le travail et la vie personnelle, avec tous les risques que ça peut induire. C'est pas le sujet. En tout cas, on sait que des ménages, dans quelle proportion aujourd'hui? Une proportion sûrement de l'ordre de 20% de la population qui justement sont venus alléger les files d'attente dans les métropoles et qui se sont tournés vers les deux autres territoires alternatifs que j'évoquais, ville moyenne, le périurbain et le rural. Exactement. Ils sont allés acquérir, où ils vont acquérir, ce mouvement est continu, des résidences principales qui vont aussi être des lieux de travail avec une toute autre hygiène de vie. Soit dit en passant d'ailleurs, la condamnation de la maison individuelle est bien malvenue dans ce contexte-là, même s'il faut qu'elle soit compatible avec la sobriété foncière qu'évoquait Olivier. Mais voilà, on a aujourd'hui cette volonté de ces lieux de vie mixtes, moins de besoins en bureau, en tout cas en superficie. Le bureau change de fonction. Il faut lui trouver une nouvelle attractivité. Alors, son attractivité, c'est celle d'un lieu qui doit être bien situé. On a de plus en plus de choix d'emplacement prime, comme on dit dans le métier. Très beaux emplacements, sexy, très accessibles, des très beaux locaux, des lieux de partage, parce que ça, on ne peut pas le faire chez soi. Et la visio est très appauvrissante. Il faut des lieux où l'innovation va se faire avec les rencontres. Des lieux d'ailleurs moins de travail exclusivement que de vie en commun. On va multiplier les zones de loisirs, de détente. Bon, on voit cette tendance-là, elle va se généraliser. Le bureau, c'est désormais ça. Et c'est la seule alternative viable à un logement qui lui-même a deux fonctions. Alors, le logement a deux fonctions. On voit la nouvelle nécessité de ramener les collaborateurs sur le lieu de travail. Et vous le disiez, ça va devenir de plus en plus des lieux de vie. On voit aussi, quelque part, c'est un peu la revanche des champs par rapport à la ville. C'est le rat des champs qui prend ses revanches dans tout ça. Oui, on peut le voir comme une revanche. Vous savez, il n'est que de parler à des élus, maire de ville moyenne, c'est pas une question de bord politique. Il y a une fierté d'un maire pour sa ville moyenne ou de sa commune rurale. Jean-Christophe Romantin est un ardent promoteur, on l'a reçu d'ailleurs. Mais c'est un spécialiste des territoires et c'est un ardent promoteur effectivement absolument. C'est intéressant quand on est maire de Neuilly. Et très, très clairement, d'ailleurs, intéressant de voir que ceux qui pilotent les métropoles, le maire de Lyon, l'actuel, le précédent, ont vu d'un bon œil que des territoires alternatifs viennent décongestionner leur propre territoire. Ce n'est pas un bonheur, quand on est maire de Lyon, de Paris, de Bordeaux, de voir que le mètre carré explose et que finalement, il y a une gentrification automatique, que tous ceux qui
sont appelés à vivre dans la ville ou pas trop loin parce qu'ils y travaillent, en sont coupés, ils sont balkanisés. Donc par exemple, c'est intéressant de voir que la métropole de Lyon, mais ça remonte à l'ancien maire, c'est un mouvement qui a 10 ans, aide une ville comme Saint-Étienne. C'est le meilleur exemple, parce que Saint-Étienne, dans tous les classements, ça venait en bas. Bon, c'était terrible d'ailleurs pour les Stéphanois. C'est la ville où franchement, on ne voyait pas pourquoi on irait habiter. On y allait par défaut. Hein. C'est fini. C'est effectivement un territoire de report, mais cela soit dit sans aucun mépris, par rapport à une ville de Lyon qui pour beaucoup est inaccessible. Intéressant. Hein, et toutes les grandes métropoles, Bordeaux a la même attitude par rapport à bien des villes de sa très grande périphérie, etc. Et Paris avec Orléans, Chartres, qui sont effectivement des villes aujourd'hui qui permettent d'alléger la charge de ces grandes villes. Intéressant hein, de voir comme la notion de conurbation prend un tout autre sens. Hein, la conurbation, Lyon, Saint-Étienne par exemple. Alors justement, comment on envisage, Olivier de la Roussière, la construction par rapport à tout ça, vous le disiez tout à l'heure, zéro artificialisation nette, c'est la fin des immeubles, racontez-nous comment vous voyez les choses. C'est un peu le contraire, hein, c'est le zéro artificialisation nette, c'est le fait de créer un peu de densité pour utiliser moins de terrain qu'on utiliserait dans une maison individuelle. En tout cas, je me suis mal exprimé, c'est la fin peut-être des immeubles à l'unité. Ah oui, de toute façon, aujourd'hui, je pense que tout le monde conçoit les opérations immobilières au niveau d'un quartier. Il y a quand même un besoin de créer des quartiers dans lesquels il y a des fonctions différentes. Lorsqu'on reprend un cœur de ville, aujourd'hui, on ne fait pas que du bureau, que du logement, etc. On essaye de faire des opérations dans lesquelles on fait une mixité. Et c'est ce qui fait la force, par exemple, d'un Paris. Moi, je travaille à la Défense, mais c'est la force d'un Paris par rapport à la Défense. C'est qu'il y a un agrément réel à habiter dans Paris, à travailler dans Paris, à faire ses courses dans Paris, à profiter de la culture de Paris. Et ça, c'est vrai dans chacune des grandes métropoles aussi que tu citais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une... Et les gens ont été naturellement attirés par ça. La fin de la maison individuelle dont tu parlais, elle n'est pas souhaitable, elle existera la maison individuelle, mais il faudra la faire probablement différemment, c'est-à-dire qu'il y aura sur un même terrain à la fois des maisons et des petits immeubles et des choses raisonnables. Aujourd'hui, il y a une revanche claire qui est en train d'être prise à la demande des grandes villes parce qu'elles étaient submergées, des villes moyennes qui sont en train de prendre de plus en plus de force dans le paysage français. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau, malheureusement, de l'augmentation de leur prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la construction neuve, alors Angers, c'est déjà plus une ville moyenne, elle a déjà très bien marché. Mais quand on voit des villes comme ça qui progressent considérablement parce qu'ils ont des maires bâtisseurs, je sais que c'est un gros mot aujourd'hui de parler de ça, mais c'est quand même une force extraordinaire. Lorsque... en fait, nous, pour être très clair, un promoteur, il obéit à ce que les gens veulent. Nous, on ne construit pas, on n'est pas là pour couler du béton, etc. On s'en moque complètement. Vous avez l'ancien patron de la Fédération de l'industrie du béton et l'ancienne directrice générale qui sont là, qui vous écoutent avec beaucoup d'attention. J'en suis ravi, parce qu'on considère que le béton continue à avoir un intérêt très fort. Mais encore une fois, nous, on obéit à ce que nos clients veulent. Nos clients, ils veulent aller dans l'Ouest, on construit dans l'Ouest. Nos clients, ils veulent aller dans les villes moyennes, on construit dans les villes moyennes. Et on essaye de faire en sorte qu'ils trouvent pas la même chose, parce qu'ils ne trouveront pas la même chose. Et ça, je crois que c'est un doux rêve de leur faire croire qu'ils auront la même chose dans les villes moyennes que dans les métropoles. Mais ils vivront différemment. Revenons sur ce que vous disiez, très intéressant, c'est on va créer des quartiers de ville. Alors typiquement, je ne sais pas si vous êtes allé au siège de SNCF à Saint-Denis, mais enfin voilà, on a envie de dire, c'est pas des choses qui sont amenées souhaitablement à se renouveler. Hein. Je crois que c'est des choses qu'on ferait probablement plus aujourd'hui. C'est avec cette densité de des bureaux. Il y a un restaurant qui est évidemment fermé le soir. Hein. Oui, et l'exemple de Saint-Denis est assez amusant parce qu'en fait, en ce moment, nous, on est en train de faire en gros 40% du village olympique. Il y a du village olympique sur Saint-Ouen, il y en a sur Saint-Denis et il y en a sur l'île Saint-Denis. Nous, on fait celui qui est sur Saint-Denis. Et on fait 120 000 m². 120 000 m², c'est un gros morceau de ville. Énorme, hein. Et on mélange à la fois du bureau, des résidences, des logements, des commerces, etc. Parce que les gens ont besoin d'aménités simples,
pratique, il faut, dans des villes comme ça, avoir bien sûr aussi des transports en commun pour se balader, parce que le concept qui est très beau de la ville du quart d'heure, malheureusement, il n'est pas complètement exact. On ne peut pas travailler à un quart d'heure de chez soi facilement. Le jour où votre boîte déménage, ou vous avez envie de déménager, eh ben, vous n'allez pas faire déménager la boîte qui vous emploie. Donc il faut qu'il y ait les transports sont complètement nécessaires. Parlez-nous de ce village olympique. Il y a ce fameux caractère réversible qui est la clé de tout aussi. Hein. Oui, alors c'est effectivement quelque chose de relativement d'intéressant, puisque d'abord il y a une loi qui a été faite pour faire les Jeux olympiques, et avec des permis à double usage. Donc ça, c'était quelque chose comme quoi quand on veut, on peut innover. C'est la volonté d'innover des gouvernants, elle peut exister s'il y a des objectifs clairs. Et là, déjà, on fait des permis à double usage, ce qui est en France quasiment impossible. Et la particularité, c'est que nos bâtiments, en tout cas la plupart d'entre eux, sont réversibles. C'est-à-dire qu'il y a la capacité, là, on va livrer dans les 120 000 m² dont je parlais, en gros 55 000 m² de bureaux qui vont être d'abord soit des bureaux pour le COJO et Paris 2024, soit des résidences pour les athlètes. Et ces résidences pour les athlètes, eh bien, à la fin des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, elles vont être complètement retransformées en bureaux de la même façon. Et les logements qui étaient de cette façon-là également passent de résidence pour athlètes en logements normaux. On parlait de Lyon tout à l'heure. Beaux travaux, vous l'avez vu quand vous arrivez à Lyon-Pardieu. Hein, c'est un peu le bordel, mais c'est pour la bonne cause. J'en suis désolé, c'est moi qui crée le bordel. C'est nous qui créons le bordel. On fait effectivement sur Lyon-Pardieu, on fait une très belle tour qui est faite par Dominique Perrault, qui est un grand architecte français. Et cette tour, aussi, c'est un mixte. Il y a du commerce, des bureaux, et également un hôtel, un parking, un parking multimodal, une station de taxi, puisqu'on est à côté de la gare de la Pardieu. Par contre, pour être très honnête, je pense que c'est probablement pour un certain temps la dernière tour à Lyon, vu la tendance actuelle des élus lyonnais. Ça, c'est clair. Alors on l'inaugurera sans doute l'année prochaine. Bon, ça fait de belles perspectives. On voit qu'il y a tout. Il y aura des bornes aussi, j'imagine, Patrick Hick. Vous voulez en mettre un peu partout. On est en retard en France, hein ? Alors effectivement, on est en retard et c'est pour ça qu'il y a 3 planètes qui se sont alignées en France et qui fait que le marché est très porteur. C'est un nouveau marché qui est encore pas complètement mature. C'est que d'une part, on est en retard, donc il faut équiper tout type de parking. Hein. Vous regardez autour de vous, quel que soit le parking, quel que soit le nombre de niveaux, il va falloir les équiper. Pour cela, le gouvernement il a mis en place des mesures coercitives, donc des décrets, des lois. Les 2 dernières en tête qu'il faut retenir, c'est la loi LOM du 24 décembre 2019 et puis la loi climat résilience de l'année dernière, qui impose les copropriétés, les bailleurs, mais aussi les entreprises, les centres commerciaux de s'équiper. Et puis, donc ça c'est le bâton, et le gouvernement est très sympa parce qu'il dit bon, ok, je mets le bâton, mais je vais mettre également la carotte, puisqu'il met en place également des subventions, aujourd'hui qui ont encore libre cours jusqu'au moins fin 2025. Et donc voilà, donc les 3 planètes sont alignées pour encourager et imposer chacun de pouvoir mettre des bornes qui dans son industrie, qui dans ses bureaux ou dans son logement. Et le but, effectivement, est de rattraper du retard pour pouvoir alimenter l'ensemble des bornes, puisque je pense que ça vous a pas, l'ensemble des voitures, pardon, ça vous a pas échappé. Il n'y a plus une voiture aujourd'hui pour lesquelles on fait une publicité qui n'est pas à minima hybride. Il y a très peu de publicité pour les voitures thermiques maintenant quand on regarde à la télé ou à la radio. Vous avez remarqué aussi et on en parlait tout à l'heure, c'est des investissements très lourds pour les constructeurs. Vous avez des ordres de grandeur, Patrick Hick, sur Stellantis ou Volkswagen. Exact, et c'est pour ça que là, les constructeurs automobiles ont pris réellement et concrètement, définitivement le virage de l'électrique. Je peux vous donner quelques chiffres, comme par exemple Volkswagen, qui a mis 45 milliards d'euros sur la table pour transformer toutes ces lignes thermiques en électrique. Il y a 15 milliards également qui sont investis en Chine. La Chine est vraiment le premier pays du monde qui est avant-gardiste sur le sujet. Vous prenez Stellantis également, ils ont mis 25 milliards. Donc c'est à coup de milliards. Et on peut dire que ce virage de l'électrique, c'est un peu le virage
du tout diesel. Alors je sais que beaucoup dans l'Assemblée n'étaient pas nés, mais dans les années 70, l'industrie française a pris la décision de partir sur le tout diesel, et ça a duré, vous voyez bien, 70, 2020, on a mis 50 ans, et là on peut dire qu'on est parti sur au moins 20-30 ans avant la prochaine génération qui sera très certainement l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est simplement une voiture électrique. En fait, on va casser une molécule d'hydrogène pour faire de l'eau et un électron d'électricité. Donc ceux qui auront des voitures hydrogène, ce seront les futures voitures hybrides hydrogène électrique. Et ils auront toujours besoin d'une borne pour se recharger également. Alors vous avez une proposition de valeur, chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3, créé il y a 5 ans, donc on est dans une vraie expansion, un peu comme l'électrification de la mobilité. L'idée, c'est de rendre accessibles ces véhicules. Vous avez remarqué que dans les publicités automobiles, maintenant, on ne parle plus du prix du véhicule. On parle de temps par mois, c'est fini le prix. On parle de loyer parce qu'effectivement, le mode d'achat ou le mode de location du véhicule va changer. Et en fait, nous, notre leitmotiv, c'est de vraiment pouvoir faire accéder à la recharge et donc à l'achat de véhicules électriques à tout type de population. Et c'est la raison pour laquelle on équipe également des logements collectifs, des bailleurs sociaux, donc plutôt des CSP-. Aujourd'hui, on voit émerger également un marché de l'occasion sur les voitures électriques. On voit les premières Zoé d'il y a à peu près 10 ans avec 120, 150 km d'autonomie. Vous pouvez aujourd'hui les acheter pour 3 4 000 euros. Donc ce n'est pas très cher. Sauf que lorsque vous achetez une voiture à 3 4 000 euros, qui plus est électrique, il faut bien la recharger à un moment donné, quel que soit votre lieu d'habitation. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement on pousse les équipements des bailleurs sociaux. Et là, on équipe des gens comme Paris Habitat, AFL, Polylogie. Je ne sais pas si c'est des gens qui sont très connus ici dans la région, mais en tout cas sur l'Île-de-France, ils sont très connus. Ça tombe bien, puisque la majorité d'entre nous sommes originaires de l'Île-de-France pour ce qui est de notre habitat ou de notre lieu de travail. Les lieux, justement, Henri Buzy-Cazot, pour conclure, on va vers des lieux de vie, j'allais dire multimodaux. On en parlait de la revanche de la ruralité, de ces villes moyennes aussi. Le Conseil national de l'habitat, que vous connaissez évidemment bien, promeut tout ça, cette bascule, pour qu'elle soit digeste et acceptable pour tout le monde et par tous. Oui, enfin, le plus grand défi, quand vous écoutez ce qui a été dit par Patrick, par Olivier, ce que j'ai pu dire aussi, c'est quand même le patrimoine existant, qu'il soit résidentiel, c'est le plus gros morceau, ou qu'il ait d'autres fonctions tertiaires ou commerciales. Et ça, c'est vertigineux. Au point que c'est très inquiétant. Effectivement, le législateur s'en inquiète. Climat résilience, ça ressemble à un oukase. 2030, 2050, on n'artificialise plus, on met aux normes le patrimoine locatif, on n'a plus le droit de louer, il y a un calendrier. Si on ne fait pas ce qu'il faut, les copropriétés, elles ont aussi leurs obligations. Bref, on se met au carré. On estime, je vous donne un seul chiffre, que les copropriétés françaises, pour qu'elles soient à un niveau de performance environnementale, c'est de l'ordre de 200 milliards qui doivent être exposés par les ménages de dépenses dans fatalement avant 2034-35. C'est monumental. Quand vous voyez les exigences d'équipement, c'est-à-dire de modernisation pour les mobilités douces électriques, quand vous voyez même le retard qu'on a pour l'entretien courant du patrimoine, on va profiter de l'environnemental, tous les syndics vous le disent, pour faire des travaux qu'on ne faisait pas et qu'il fallait faire depuis 10 ans ou 20 ans. Ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Le patrimoine, je ne veux pas faire de peine à Olivier, dont le métier est essentiel, mais le flux ne renouvelle le stock qu'à hauteur de 1%. C'est-à-dire que ce que construisent les promoteurs, et peut-être pas encore cette année d'ailleurs, parce que ça ne va pas être une grosse année, c'est en gros 1% du patrimoine existant. Bon. Il y a 38 millions de logements en France et chaque année, une bonne année, si on arrive à en construire 400, 450 000, ce ne sera pas 2023, je vous le dis tout de suite, ça fait 1%. Bon. On est sur le plus gros problème sur le patrimoine existant. Et ça, c'est deux choses. Il est hors de question de dire qu'on peut ne pas le faire ou différer. Moi, je suis triste quand dans ma profession, enfin dans les métiers auxquels je prépare, notamment, que j'ai fait, que je continue à conseiller, on y va à reculons. C'est imperméable au changement. Hein. Oui, je voudrais, oui.
Oui, franchement. Sachant qu'on sait que les bâtiments sont les plus coupables des émissions de gaz à effet de serre, parmi les plus coupables, malgré nous. Je voudrais saluer le courage qu'a eu Olivier, parce que dans la communauté des promoteurs aussi, on rouspète chaque fois qu'il y a une norme nouvelle. Le 2030-2050, tous ses confrères, je le dis, ou la plupart, on dit mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Tout ça, c'est démesuré. Ne pas consommer de terrain, comment voulez-vous qu'on construise? Olivier a dit on va aller 2 fois plus vite que la musique et on peut faire. Et on voit qu'on peut faire. Quand un accord est signé il y a quelques heures entre Nexity et Carrefour pour utiliser les surfaces imperméabilisées inutiles de parking d'hypermarché, inutiles, ou de grandes entreprises. Olivier avait signé un accord avec une grande entreprise préalablement. Eh bien, oui, il y a des voies. Cette sobriété foncière, elle est possible. Alors, il faut se creuser la tête, il faut innover, y compris juridiquement, voilà, on sait le faire. Mais il est hors de question de dire qu'on peut différer. On ne diffère pas avec le dérèglement climatique. On est en train de le constater, on va le constater. Encore de nouveau ce mois de juillet, ce mois d'août. Et même chose, j'entendais parler ce matin des problèmes d'élasticité d'argile. La sinistralité, c'est le cauchemar des assureurs à cause du dérèglement climatique. Donc il est hors de question de dire reprenons 10 ans, rallongeons le calendrier, c'est impossible. Donc il faut faire des aides publiques, il faut composer avec les budgets des ménages. Je suis désolé, ces 200 milliards, vous ne les aurez pas en subvention publique. Vous allez mettre la main à la poche. L'équation économique qu'il faut trouver. Elle est très complexe. Il faut la trouver. C'est vraiment le défi. Alors ce défi, moi je dis que pour les professions... C'est excitant, Oui, mais il est enthousiasmant. Alors pour les professionnels immobiliers, vous voyez, les étudiants qui sortent de l'école, il y a un fait de génération, incontestablement, ils ont cette sensibilité. Il n'y en a pas un qui dise tout ça est épouvantable. Bon, leurs aînés, 10 ans, 20 ans, 30 ans avant, c'est vrai que pour eux c'est une conduite du changement et je les respecte et j'en fais partie. Mais il ne faut voir tout ça que comme de l'enthousiasme et aussi pour les propriétaires de ce patrimoine, aussi vertigineux cela soit-il, lorsqu'on réfléchit à la fois aux efforts techniques, tout n'est pas stabilisé, les diagnostics techniques, les entreprises capables de faire. Mais il y a plein de sujets, oui, il faut y aller, voilà. Voilà ce message et ces mots enthousiastes d'Henri Buzicazo. Olivier de la Roussière, réussir l'équation économique, c'est pas évident. On a le neuf qui est en crise, mais on va y arriver. La crise, je peux vous en parler très rapidement. C'est vrai que c'est une période qui est très difficile en ce moment pour les promoteurs immobiliers, dans la mesure où on a eu des augmentations considérables des fonciers, considérables des coûts travaux ces dernières années. Puis la couche de réglementation, sympathique aussi. La couche de réglementation, mais c'est pas finalement, quand on regarde bien les choses, c'est le foncier et les coûts travaux ont augmenté de manière très sensible. Et puis on est arrivé, alors nous on a augmenté nos prix pour pouvoir faire les opérations. Et à un moment, on arrive à un problème de désolvabilisation des gens. Voilà, donc c'est un moment délicat à passer pour notre profession. Il y aura des morts, on va avoir des entreprises qui vont aller au tapis dans notre métier, mais aussi dans les métiers de la construction. Parce qu'il ne faut pas croire que ça n'aura pas de répercussions. Donc ça va être un moment compliqué à passer. Voilà, j'arrête sur la crise, mais c'est comme ça, et personne n'en voit la durée. Et on a un gouvernement qui n'a pas du tout envie d'agir pour l'immobilier. C'est clair, net, précis. Un président de la République qui considère que c'est un métier de rentier. Il faudrait qu'il aille voir quand même dans nos métiers ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être difficile, mais je pense que ça ne sera pas plus simple d'aller refaire les copropriétés. Parce que quand vous êtes tous, beaucoup d'entre vous sont copropriétaires, vous savez ce que c'est qu'une assemblée de copropriétaires où il faut engager juste pour refaire la porte d'entrée 2000 balles, 2000 euros. Leur jour, il va falloir envisager de refaire les façades, la clim, les isolations, etc. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. On est sur du temps long. Et les moyens coercitifs ne sont pas si évidents que ça, parce qu'il y a une réglementation et c'est plus facile à faire pour les propriétaires d'ensemble immobilier. Bon, voilà. On peut quand même être optimiste parce que, et vous le montrez, le groupe Vinci le montre, l'innovation va nous aider, vous le disiez. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Encore une fois, moi je pense que ce qu'a dit Henri est exact. Je pense qu'on est dans une période... Vous savez, maintenant, on n'a pas été très bon les 20 dernières années sur ce sujet-là. Maintenant, on a la foi du converti.
Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut y arriver, il faut le faire. Et je pense que c'est tout à fait exact. Ça sera, encore une fois, effectivement compliqué, mais il faut trouver les moyens de le faire, les moyens juridiques, les moyens techniques, les moyens imaginatifs. Encore une fois, ça ne se fera pas en un an, ça se fera sur une longue période. Et là, en ce moment, on va avoir une période d'adaptation qui risque d'être un peu compliquée. Alors on le voit, du temps long aussi pour les batteries, hein, Patrick. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que la réglementation, vous parlez du diesel tout à l'heure, les taxations, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, de toute façon vous le voyez, hein, tout le monde va devoir prendre ce virage quoi qu'il arrive. Et puis la France également, en termes d'industrie, pris le virage également de la construction des batteries, on le voit, hein, pour récupérer le retard que l'on a pris sur les pays asiatiques et notamment sur la Chine. Vous avez un très gros projet, je suis originaire du Nord, donc c'est avec une certaine fierté qu'il y a une usine, une méga factory qui va se construire du côté de Dunkerque, il y en a une autre qui va se construire juste à côté de Lens. Et le but, effectivement, c'est de récupérer ce retard et d'être autonome. Et dernièrement, justement, notre cher président envisage aujourd'hui de continuer, bien entendu, à subventionner l'achat des voitures électriques, mais réfléchit à subventionner plutôt les voitures européennes et ne pas soutenir la croissance des pays asiatiques. Donc bon, là, ça va être un montage financier qui ne sera pas simple, il me semble. Mais même chose pour les opérateurs de bornes de recharge. Aujourd'hui, c'est un métier effectivement qui attire énormément de monde. Il y a beaucoup d'appétence là-dessus. Et il y a aussi d'autres opérateurs des pays voisins qui veulent prendre leur part de gâteau sur la France, en tout cas sur tous ces pays qui sont un peu en retard. Il y a la France, mais il y a également l'Espagne, le Portugal, par exemple. Voilà, beaucoup de bascules et beaucoup d'opportunités aussi, même si le chemin va être long et tortueux. On peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit par nos trois experts? Oui, on a une question. On va vous tendre le micro. Est-ce que quelqu'un peut tendre le micro? Voilà, le micro va arriver. Alors, on ne voit pas trop. Merci de vous présenter. Oui, je me présente. Catherine Chavagnier, DRH de CDC Habitat, un groupe que vous connaissez, je pense. Mais ce n'est pas tellement une question RH, c'est plutôt une question de citoyenne. En fait, on parle aussi beaucoup de réduire la surface des logements. On parle d'habitat coopératif. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous voyez l'évolution de vos offres, en fait, des offres de produits, justement par rapport à tous ces enjeux de transition écologique. Olivier, très court, si possible, merci. Oui, nous, en ce qui concerne les logements, on a participé, comme tout le monde, à la réduction des tailles. On a des villes qui demandent maintenant des augmentations des tailles. Tout ça, c'est un phénomène ça va, ça vient, c'est un petit côté pendulé. Nous, aujourd'hui, ce qu'on imagine, et j'en parlais tout à l'heure à travers les résidences gérées, c'est, par exemple, pour les seniors, d'avoir des résidences qui sont des appartements plus petits que la maison qu'ils occupent, mais avec des parties communes importantes, des lieux de sociabilité, etc. Casa Varvara, par exemple, Corian et Trigano. Hein. Et la même chose pour les gens en co-living, c'est-à-dire pour les jeunes professionnels, passer le stade de la résidence étudiante. Vous arrivez dans la vie active jusqu'à 35 ans. Après, c'est un peu plus difficile quand vous êtes en couple avec des enfants, voire impossible. Mais vous pouvez avoir envie de ne pas avoir une trop grande surface, mais d'avoir des parties communes que vous partagez. Vous êtes chez vous si vous avez envie d'être chez vous. Vous êtes avec vos copains si vous avez envie d'être avec vos copains. Vous avez du co-living, vous avez du co-working, vous avez un bar, un restaurant, vous avez un rooftop. Nous, c'est le concept qu'on a voulu avoir en créant nos résidences qui s'appellent Bicube. Il n'existe pas aujourd'hui. Elles sont toutes celles qui sont en gestation sont en fait en construction, pour être plus précis. Elles vont être livrées d'ici 2-3 ans. C'est des nouveaux concepts qu'on est en train de tester. On n'est sûr de rien sur ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on invente. On invente en marchant. De toute façon, c'est ce qui est intéressant. Et je pense on est vraiment en train de rentrer dans le 21e siècle. La Covid nous a obligés, comme la guerre de 14 l'avait fait, à rentrer dans le 21e siècle. On va raisonner différemment, on va voir les choses différemment.
c'est pour les jeunes, enfin pour moi je trouve que pour les jeunes de 25 à 40 ans, Excitant, hein. c'est très très excitant. Ça sera compliqué, ça sera pas simple, parce qu'il y a plein de contraintes qu'on a vues tout à l'heure, mais c'est un moment passionnant. Et allez voir le siège de Vinci à la Défense qui illustre bien et incarne bien tout ce que vous avez évoqué. Et manquez pas l'intervention de Serge Trigano demain matin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, on peut vous applaudir. Merci Olivier, Henri et Patrick. Merci à vous.